Il me fait un énorme plaisir aujourd'hui d'avoir la chance de rencontrer à cette toute première émission de l'album une artiste que j'admire énormément. Son art est unique. Il demande une extrême minutie et des heures interminables de travail. Cette perfectionniste à la patience infinie travaille ses œuvres avec un tel souci du détail, jusqu'au choix précis de chaque matière utilisée, faisant de ses œuvres de véritables bijoux. Sa soif d'apprendre, de se spécialiser, de se surpasser, l'ont amenée à étudier avec nombre de grands maîtres un peu partout autour du monde. Elle est reconnue par ses pairs pour la grande qualité de son travail et certaines de ses œuvres font partie de collections prestigieuses. En juin, c'est la ville de Baie-Saint-Paul qui la nommait lauréate de l'Ordre du Mérite en tant que citoyenne d'exception. Un prix attribué à des citoyens qui sont inspirants et une fierté pour notre ville. Comme vous l'avez certainement deviné, aujourd'hui, j'aurai la chance de découvrir l'album de l'artiste brodeuse Marie-Renée Otis. Bonjour Pascal. Bonjour Marie-Renée. C'est vraiment une belle intro que tu as faite. Pas pire, hein? Absolument. Donc là, aujourd'hui, c'est la toute première fois qu'on fait ce principe-là, où c'est plus toi qui vas m'amener dans ton album, me guider vers ce que tu as envie de me faire découvrir de ta vie. Bien, c'est parfait. J'ai choisi des photos qui vont aller de manière chronologique, OK, pour faire le parcours de ma vie, puis professionnel surtout. Oui. Alors, est-ce qu'on commence tout de suite? Bien sûr. Oui, OK. Regardons ça. La toute première photo, tu vois, j'ai 2 ans, c'est avec ma grand-mère. OK. Et grâce à ma grand-mère, ça a été mon premier contact avec les textiles. Parce que ma grand-mère faisait des tapis tressés. Ah ouais. Et les doigts crochis par l'arthrite, je trouvais ça magnifique. Je comprends. Et ce que je veux noter aussi, c'est que sur la rue Saint-Jean-Baptiste, le commerce Les Deux Sœurs, Oui. c'était là où ma grand-mère demeurait. Alors, on y allait souvent. Cette belle maison patrimoniale-là était à votre famille. Exactement, c'est là où mon père a grandi. Et ce que j'aime de vivre à Baie-Saint-Paul, c'est que partout, il y a des édifices qui marquent le territoire de ma famille. La Muse, c'était chez ma tante Alice. Oh, pour vrai? Oui. Le bistrot, l'Orange Bistrot, c'était le notaire Simon qui a habité chez nous. Alors, tu vois, la cartographie puis l'architecture de Baie-Saint-Paul, moi, ça me parle. Donc toi, tu es une vraie de vraie Baie-Saint-Pauloise. Mes racines là. sont La très maison profondes. Otis, ça a-tu rapport avec toi? Oui, tout à fait, c'est un grand-oncle. On continue? Oui. Parce que là, je fais quand même un grand bond dans mon histoire personnelle. Il y a eu, bien sûr, les études à Québec, le cégep, 3 années à l'université à Trois-Rivières. OK. Mes 2 garçons En sont... art? En art. En Mes art. 2 garçons sont nés à Trois-Rivières et on est revenu en 1984 à Baie-Saint-Paul. Alors, la photo que je te montre, c'est la photo de notre retour à Baie-Saint-Paul. OK. Et on avait prévu revenir vivre dans la maison de mes parents, là où je suis née, mais c'était pas prêt encore. Alors ça, c'est une maison, la maison sur de tes les parents, terrains. Non, c'est une maison sur les terrains de René Richard. Oui, oui, Un chalet. Et juste pour te donner une idée, on n'avait pas accès au 2e étage parce que le plafond risquait de tomber. On dormait tous, les 2 enfants, Richard et moi, dans le même lit. Et le matin, c'était qui va aller allumer le poêle? Parce qu'il y avait de la buée qui sortait. Vous avez été là longtemps? Il faisait froid. Vous avez été là combien de temps? Une couple de mois. Et c'était au centre-ville parce que c'est sur la rue Clarence. Ben oui, on sait exactement c'est où la maison René Richard. Pour toi, c'est des moments heureux? C'est des moments très heureux. C'était un vrai sanctuaire d'oiseaux. Et on était donc à 2 pas du centre-ville et en même temps très isolés. Tu dis, on voulait revenir à Baie-Saint-Paul. Est-ce que ton conjoint était d'ici aussi? Est-ce qu'il y a une histoire comme toi, C'est que vrai chaque que maison y raconte de... J'ai sauté des grands bouts, hein? Ouais. J'ai connu Richard à l'université. Mon conjoint, Richard Kegel, je l'ai connu à l'université. Et lui, il a fait 2 bacs, un en art et un autre en l'organisation des groupes. Et à un moment donné, il avait le choix. Ou il restait à Trois-Rivières comme graphiste, ou il venait à Baie-Saint-Paul pour travailler au centre communautaire. C'est le choix qu'on a fait.
avec les enfants. OK. Donc, Et je vais te montrer une autre photo. Ça, c'est la maison où je suis née. de tes parents, De bien mes sûr. parents, dans le fond de la rue La Saint-Gabriel. Beurrerie. Exactement, C'est ça, c'était la Beurrerie. Et donc, on a habité le bas, tout le bas, jusqu'à il y a 3 ans. Alors, bien sûr, on l'a repeinturé, on lui a changé d'allure, mais au niveau de l'architecture, c'était la même. À l'époque, quand tu étais jeune et que c'était encore une beurrerie, est-ce que vous viviez à l'étage et le commerce était en bas? Ou Exactement. Oui. Oui. Ça n'a pas été long pour que j'ai connu, moi, la beurrerie, mais je me souviens encore très bien des grandes barattes à beurre, le ronron des moteurs qui faisait que, immanquablement, je m'endormais, et les grands bassins de crème. Ensuite, Il devait y avoir une odeur aussi, hein? Vous deviez... Oui. Et en même temps, c'était pas une usine, pas une industrie, mais c'était une entreprise dangereuse pour élever des enfants. Parce qu'il y avait toujours les camions de livraison qui venaient. Ah, Et puis, il y avait aussi des grands jets d'eau bouillante, à un moment donné, qu'il fallait faire sortir. C'est sûr. Alors, pour mes parents, c'était un environnement dangereux pour des enfants. Et finalement, la margarine est devenue populaire, les beurreries ont fermé, Pour vrai? celle-là, elle a fait faillite, et mon père, qui était locataire, en a profité pour racheter la maison. Alors, finalement, on n'a jamais déménagé, mais le statut a changé. Oui. De locataire, il est devenu le propriétaire. Donc, vous êtes, dans le fond, c'est tes parents, la première génération à avoir habité dans cette maison-là. Dans la famille Otis, Oui, il y dans a la eu famille son Otis. frère OK. d'abord, oui. On va enchaîner, parce qu'une des raisons pour lesquelles on est revenu à Baie-Saint-Paul, c'est de pouvoir élever nos enfants dans la famille. Oui. Et on en a vraiment profité. Et tu vois qu'ils en ont profité. Ça, c'est mon plus vieux, Pierre-Olivier, à l'époque où on faisait une collection d'insectes. C'est capoté, la collection Elle était de magnifique. papillons que je vois là. Et les enfants étaient excellents. On avait des encyclopédies. Ils connaissaient le nom des papillons, Oh. les noms latins. Et quand on choisissait une destination pour faire une vacance d'été, c'était toujours en fonction, telle région, on n'a pas des papillons, on va aller s'en chercher. Ça donnait vraiment une orientation. Et Magnifique collection. Est-ce que vous l'avez gardée? quelques boîtiers seulement, mais ensuite, écoute, ça a 40 ans et plus, hein. À un moment donné, C'est vraiment beau. oui, ça disparaît. Donc, proximité de la nature, on a eu des poules, des chats, des chiens, des lapins, Ah, oui. même une couleuvre, vraiment. Elle n'a On pas a une eu couleuvre de- domestique, là. Non, on ne l'a pas apprivoisée, Ouais. mais on l'a eu suffisamment longtemps pour bien la connaître. On va enchaîner avec une autre photo. Alors, Oh, mon Dieu. écoute, déjà, comment est-ce que je te dirais? Ça a été des belles années pour moi de travailler à la télévision communautaire, mais c'est quand même un détour dans ma vie, parce que je n'avais pas du tout prévu ça. Moi, dès la fin de l'université, j'ai commencé ma carrière artistique. Oui. On est venu à Baie-Saint-Paul, je continuais, je venais de faire une bonne exposition solo à Trois-Rivières, j'avais des revues spécialisées qui commençaient Mais à tu parler étais de déjà mon en broderie, travail. là. Tu n'as J'étais jamais déjà en touché broderie. d'autres médiums, là. Ça a toujours été le textile, ton médium. Ça a toujours été le textile. D'abord la tapisserie haute lisse, mais très rapidement la broderie. Et un jour, c'est Rémi Couture qui a changé ma vie en disant « Écoute, ça ne te tenterait pas de travailler à la télévision communautaire à temps partiel. » Alors, c'est le temps partiel qui m'a fait céder. Il avait un bon flair, hein, franchement. Et ça a été vraiment des belles années. Tu le sais, Pascal, le bonheur de découvrir la vie des gens, de découvrir qui fait partie des forces vives du Ouais. milieu, Tout à fait. qui œuvre, peu importe le domaine. Ouais. C'est vraiment extraordinaire. Toi, c'était beaucoup d'actualité, je crois, que tu faisais. C'était d'actualité, mais c'était pas tant la politique que l'aspect social. Qui s'implique à faire quoi? Un petit peu de politique. Écoute, je ne pouvais pas passer à côté de rencontrer le premier ministre du Canada de l'époque, Wow. Brian Mulroney. Mulroney. Tu sais, quand il venait dans Charlevoix, Quand c'est ils ont sûr que inauguré j'étais le là. centre d'exposition. Exactement. Mais ça a vraiment été des belles années. Où Tu il étais là fallait... combien de temps?
7 ans, mais pour moi, c'était toujours un exercice difficile de fermer mentalement dans ma tête la porte pour faire la séparation entre le travail de télévision et mon travail artistique. Oui. Parce que je voulais continuer à broder, c'était trop important. Bien sûr. Mais l'équilibre à trouver entre le travail à l'extérieur et le travail artistique était difficile. Oui, mais probablement que la broderie ne nuisait pas à ta télé, mais que la télé nuisait à la broderie. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Tu sais, je n'étais pas toujours au travail. Il y avait aussi des loisirs. Oui. Et j'ai donc fait du judo pendant quelques années. Écoute, je suis fière de ça. Moi, j'ai eu jusqu'à ma ceinture marron. Tu sais, pas la noire. Ben oui, là. mais quand même, c'est juste avant. Juste avant. Et c'est vraiment un beau sport qui, à nouveau, m'a permis de développer confiance en moi. Et ça, c'est important. Oui. La confiance physique en moi. OK? J'ai tout perdu les trucs, là. Mais je pense que je me souviendrai encore d'une coupe d'étranglement. Ouais. Ah! Mais c'est une belle discipline, le judo. À la fois, le grand respect qu'on a de notre adversaire, parce qu'on a aussi besoin de lui, mais et utiliser toute l'énergie que l'on a, l'énergie physiquement aussi. Je te donne juste un exemple d'un bel exercice qu'on a fait comme entraînement, monter au lac des Cygnes le plus rapidement possible. Tu sais, c'était formidable. Là. J'aurais détesté ça. C'est vrai? D'accord. Alors, je referme le chapitre pour enchaîner avec un autre aspect de mon travail à l'extérieur, qui a été de travailler au cégep. Tu enseignais les arts. J'enseignais les arts au cégep de Charlevoix. Et la marche était haute, dans le sens que je partais de la télévision communautaire, où là, on avait énormément de liberté, des très petits budgets, où il fallait tout apprendre, mais où tout était possible. Ouais. Et là, j'arrivais dans un système bien établi, où les budgets sont beaucoup plus importants, mais évidemment, c'est avec plus des encadré. cadres, Et pour moi, c'était heureux parce que je retournais dans le domaine des arts. C'était ma formation. Bien sûr, Je bien retournais sûr. dans le domaine des arts. Mais la même chose, ça devait te demander beaucoup de préparation, puis trotter dans ta tête assez pour nuire à la broderie. Tu as tout à fait, tout à fait, tu as tout compris. Exact. Ouais. Mais il y avait beaucoup de compensation aussi, tu sais, parce que de retourner dans le domaine des arts, ça m'a aidé. Ben oui, c'est sûr. Et- Mais là, tu enseignais quoi aux étudiants? Pas seulement le textile, tu leur apprenais... J'enseignais pas du tout la broderie. Non? Non, pas du tout. C'était plus dessin, couleur. Et ensuite, j'ai travaillé pour arts et lettres. Là, c'était plus des cours histoire de l'art, composition et tout. Mais non, la broderie, ça a toujours été mon jardin secret depuis que j'étais revenue à Baie-Saint-Paul. OK? Oui, oui, oui. Et comment se fait-il que j'ai fait la transition? C'est un peu par hasard, dans le sens qu'à un moment donné, j'étais toujours à la télévision, mais pas durant l'été. Durant l'été, je faisais relâche. Et quelqu'un me dit, écoute, j'ai vu que le nouveau cégep de Charlevoix, il venait d'ouvrir, Ouais. ouvre un poste d'un cours, une journée, en art. Pourquoi tu postules pas? Ben, coudonc. Je postule et durant l'entrevue, on me dit que c'est pas un jour, c'est 3 jours. Oh! Ah ben Fait là. que là, j'attends les résultats de l'entrevue et je me dis, si j'ai le poste, ça veut dire que je laisse la télévision. C'est ça qui est arrivé. J'ai eu le poste, j'ai laissé la télévision et j'ai commencé à travailler au cégep. Vraiment, des collègues en or. Il y en a qui sont encore des amis, là, tu sais. C'était des bonnes années pour toi, ça? Tu as aimé ça, enseigner? J'ai aimé ça, enseigner. C'est difficile à enseigner Ben oui. parce qu'il faut vraiment bien connaître sa matière. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'avais besoin de m'outiller davantage. Et j'ai commencé une formation en parallèle au travail en art-thérapie.
Ah, ouais, tu as fait ça. J'ai fait ça et c'était à Sherbrooke. C'était l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue qui donnait les cours à Sherbrooke. Oui, oui, oui. Alors, oui. c'était 4 heures de route pour aller suivre les cours et c'était passionnant. Est-ce que tu en as donné des cours d'art-thérapie? J'ai pas donné de cours d'art-thérapie parce que je n'ai fait que le programme court. Je suis pas art-thérapeute. Oui, oui, oui. OK? C'était niveau maîtrise, mais j'ai pas fait le mémoire de maîtrise. OK. Que les cours. N'empêche que ça m'a apporté beaucoup et ça m'a apporté beaucoup dans mon art que je pratiquais. Et là, quel autre... Ça t'a donné des trucs pour toi? Ça t'a donné... Ça m'a donné accès à l'inconscient. Et l'inconscient nourrit énormément la pratique artistique. Alors là, j'avais des outils supplémentaires pour créer des nouvelles sources d'inspiration. Oui, donc c'est sur ton inspiration que ça l'a beaucoup... Oui, et je voulais aussi aider les étudiants à cet aspect-là aussi, là, tu sais. Oui, oui, oui. Oui. Alors, si on enchaîne avec la photo, une photo qui se passe en Corée. Ben, je devinais que c'était pas Baie-Saint-Paul. Oui, hein? Qu'est-ce que tu fais en Corée? Qu'est-ce que je fais en Corée? Quelques années auparavant, Madame Young Ok-shin, une artiste en art textile qui fait des tapisseries extraordinaires, était venue exposer à Baie-Saint-Paul. J'étais littéralement tombée en amour avec elle quand je la voyais avec son costume traditionnel. Elle est revenue, elle a passé un séjour, peut-être 1 mois et demi à Baie-Saint-Paul, et on s'est liés d'amitié. Ensuite, elle est retournée, on se téléphonait et elle m'invitait. Wow! Et à un moment donné, j'ai dit, ben d'accord, je vais y aller. Mais là, quand les étoiles s'enlignent, Pascal, pour réaliser un projet, là, c'est spectaculaire. Alors, j'étais au cégep, j'enseignais. Le prof d'anglais, c'était un gars de Lévis, il était marié à une Coréenne. Alors, il demeurait en face du cégep. Chaque semaine, je traversais la rue pour aller suivre des cours de coréen avec cette Coréenne-là. Extraordinaire. Fait que tu parles coréen. Ben non, je parle pas coréen. Je Je parle pas coréen, mais écoute. Tu as appris les bases. Oui, j'ai appris les bases de la langue grâce aux signes graphiques que je reconnaissais plus facilement. Mais tu sais, apprendre une nouvelle langue, ils parlent tellement Oui, vite. puis qui ressemble aucunement à la nôtre, qu'il n'y a Absolument. même pas de... Absolument. Mais ça permet justement d'accéder à la culture. Je te donne un exemple. La manière dont je dis bonjour à quelqu'un. Oui. C'est pas le même si c'est une personne âgée, si c'est quelqu'un qui est jeune, si quelqu'un qui a un rang social plus élevé que moi. Ah, donc Ben ça déjà, t'apprend beaucoup sur la culture. Exactement. Ben oui. Alors, j'ai passé 1 mois à Séoul chez cette dame-là. Ça a été extraordinaire. Et j'ai rencontré une autre Coréenne, par la suite, qui est venue à Baie-Saint-Paul pendant 1 mois. On a fait une exposition ensemble. Qui est une artiste, elle aussi. Une artiste qui fait des vêtements de soie. Et elle parlait un peu français parce qu'elle avait étudié la haute couture à Paris. Oui. C'est super intéressant. Donc, vous aviez fait une exposition, le mi... Est-ce que, dans le fond, tu avais fait des broderies sur ces vêtements qu'elle Non. Non? Non, non, non. Chacun son département. Un Oui. autre voyage qui a été très important pour moi, c'est en Afrique. Tu reconnais Jacques Hudon? Quand tu l'as reçu Je ne connaissais pas Jacques Ouais. Hudon. Quand tu l'as reçu Intéressant. en entrevue, il parlait de cette expérience-là. Alors, on était là ensemble. Ensemble. C'est bien Et beau. la prochaine photo, ben là, je suis de retour au Québec avec ma famille, mes enfants et mon OK, la chum. prochaine photo. Et on voit que je continue à porter des vêtements africains. Ah oui! Que je m'étais fait là-bas. Oui, Oui. tes garçons ont grandi aussi. Ben oui, c'est des hommes maintenant. Ah, c'est magnifique. Voilà. Donc là, Marie-Renée, je sais que tu nous as envoyé ta chanson, ta musique favorite. On va donc prendre une petite pause pour écouter ça. Parfait.
C'est quoi cette pièce-là? C'est du Chopin. J'écoute pas beaucoup de musique. Écoute, je suis vraiment nulle en musique parce que quand j'écoute, je veux vraiment écouter. Ouais. Alors, quand je veux chopiner, donc écouter Chopin, je mets des écouteurs et là, j'écoute la musique. Ah ouais, donc Oui. quand tu brodes, t'écoutes pas de musique. Non, c'est pas de musique de fond pour moi. Non, OK. c'est ça. Puis aussi, tu as une œuvre d'art. Une œuvre d'art favorite que tu nous as Bien, il y en a envoyée. plusieurs. C'était une question difficile. Ouais. Ce que j'ai choisi, c'est les très riches heures du duc de Berry. Et c'est une œuvre très ancienne. Ça a été fait de 1410 à 1489. Alors, tu vois, c'est vraiment un livre au Moyen Âge qui illustre quelle était la vie quotidienne, mais évidemment de la haute société. Oui, oui, On oui. voit des vêtements, on voit les saisons, quelles étaient les activités d'une saison à l'autre. Et il y a beaucoup de belles couleurs bleues. Et ce bleu-là, ce n'est pas les tubes de peinture comme on a aujourd'hui. Non, en 1400. Il partait des pierres. Dans le cas du bleu, c'est du lapis lazuli qui broie pour en faire une pâte, pour en faire de la peinture. Mais ça venait de l'Afghanistan. Ça Ouais. coûtait les yeux de la tête. Ça a été fait où? En France? En France, et c'est au point où le duc de Berry s'est complètement ruiné à faire cette œuvre-là. Parce que ça demandait beaucoup d'années, beaucoup d'artistes. Il n'engageait que les meilleurs artistes avec les meilleurs matériaux. Alors, c'est vraiment fabuleux. Donc, une œuvre de plusieurs centaines de pages avec une œuvre d'art à chaque page, À finalement. chaque page. Et c'est une mine de renseignements pour savoir comment la vie au Moyen Âge se passait. Ouais. Donc, toi, tu as un exemplaire. Hein? Toi, tu as un exemplaire Mais pas de du ça? tout. Non? Pas, ben, jamais. Tu as Et- été au musée, c'est là que tu l'as vu? Puis dans l'histoire de l'art, on l'a. Écoute, je ne sais pas si ça se fait version Ben, je sais. publique, mais non, j'en ai pas de version. OK. Non. J'aurais été curieuse de pouvoir vraiment le feuilleter. Oui, ben ça m'aurait fait plaisir. Ben, on pourrait continuer par une petite rafale. Oui, je te Tu me suis. réponds par oui ou non. OK, Question de te connaître. OK. Est-ce que tu es une femme sensible? Ah, je pleure de rien. Une romantique? Oui, Ouais. oui. Une joueuse de tour? Pas vraiment. Non. Est-ce que tu as un bon sens de l'humour? Ça dépend des jours. Est-ce que tu es une rassembleuse? Oui, Oui. je pense que oui. Une bonne cuisinière? Pas toutes. Donc, c'est pas toi, là, les grandes tables où tu reçois... Oui, j'aime ça, oui. Mais je dis à chacun de mes invités, apportez un plat. Et là, on met tout ça en commun, puis c'est parfait. Ah oui, c'est excellent. Est-ce que tu es une bonne conteuse? J'aime raconter des histoires. Est-ce que... Mais pas des histoires drôles là, pour Non, faire rire non. le monde. Pour leur apprendre des choses. Ouais. Oui. Est-ce que tu es capable de mentir un peu dans tes histoires, les rendre un peu plus belles? là? Jamais! Non? Ton poisson ne devient jamais plus grand que... Est-ce que tu joues de la musique? Ah non, je joue pas de musique. Non. J'aurais aimé, mais j'ai pas le temps. Tu danses? Rarement. Ah, mais on a quand même le rythme dans la peau. Oui, Oui. oui, oui. Il suffit que j'entende une musique pour que le pied bouge, mais je danse rarement. Es-tu une rêveuse? Comparé à les pieds bien sur terre, Oui, voilà. j'ai plus les pieds sur terre. Ouais. Oui. Tendance... Quoique, Ah oui. Quoique mes enfants, quand ils étaient plus jeunes, là, ils disaient « Ah, toi, tu vis dans un monde de fées et de clochettes. » Alors, probablement Ah, qu'ils... ben oui. Oui. Les enfants ne mentent jamais. Ben, la vision est différente. Ouais. Est-ce que tu as tendance à être une mélancolique? Non. 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 Est-ce que tu es une personne ordonnée? Oui. Oui. Oui, oui. Croyante? Oui. Oui. Féministe? Oui. C'était mieux. Non. Écologiste? Ouh. Oui. On pourrait continuer avec les questions, mais ça me donne une bonne idée
Ben, c'est ça, du personnage qui est devant moi. Parfait. Alors, on était rendu où? Tu revenais d'Afrique? On continue les voyages. On a enlevé les vêtements africains. On a enlevé les vêtements africains. Là, c'est des voyages, mais de retour à ma carrière. Parce que là, j'ai laissé le cégep, j'ai ouvert mon atelier, et là, les voyages de formation commencent. Oui. Alors ça, c'est une école de haute couture, broderie haute couture. Est-ce que c'est indiscret de te demander, tu as à peu près quel âge quand tu quittes le cégep, puis là, tu décides de te concentrer vraiment sur ta carrière artistique? Aide-moi à calculer. J'ai quitté en 2000. J'ai quitté en 2000. Ça fait combien d'années, ça? Ça fait 23 ans. Ça fait 23 ans. OK, donc tu avais autour de 45 ans. D'accord. Ça Je me fie sur toi. À peu près. OK. Ben là, je sais pas ton âge exact, mais OK. Donc, à peu près à mon âge, Oui, on lâche le cégep, puis là, on se dit, c'est notre carrière. absolument, oui. Alors, donc, une école à Paris, renommée pour la broderie haute couture. Et évidemment que ces voyages-là sont extrêmement enrichissants. Oui. On va enchaîner avec Paris. un aspect beaucoup plus personnel, parce que dans ma vie privée, les deux petits-enfants, petite fille, petit garçon. C'est grand-maman. Je suis grand-maman, j'en suis fière. Et là, tu vois, moi, j'aime raconter des histoires. Là, je commence jeune avec elles, puis ils sont tous très attentifs quand je leur raconte des histoires. Alors, tu es une bonne conteuse, tu l'as dit tout à l'heure. Oui, oui. On revient avec une autre photo, cette fois-ci pour toujours à Paris. Et il y a la plupart du temps des voyages de formation, je les fais seule. Et ce voyage-là, entre autres, j'ai passé 6 mois. Toute seule. Toute seule. En Et c'était France. nouveau dans ma vie de vivre seule. Ça m'était jamais arrivé. Alors, j'ai travaillé beaucoup, j'ai suivi plein de cours, suivi plein de visites de musées. Ça a été vraiment formidable. Pour apprendre de nouvelles techniques. Pour apprendre des nouvelles techniques, oui. Alors, la prochaine photo, c'est une photo prise dans l'atelier que j'ai ouvert pendant une vingtaine d'années. Et c'est pour montrer qu'il y a des cours qui se donnaient à l'atelier. Parfois, c'est moi qui donnais les cours. D'autres fois, c'était d'autres formateurs, formatrices qui venaient. Ce cours-là, précisément, c'était 2 Espagnols qui étaient venus pour donner des cours de broderie espagnole. Et là, ben, il y a des femmes de Montréal, de Québec qui venaient pour suivre les formations. C'est génial, ça. Ouais. Quel bel atelier tu avais. Là, Ça faut s'y l'admettre, prêtait vraiment là. bien. Ah oui. Oui. Quel bel espace. Ça, c'est une histoire extraordinaire, OK? Je la connais, cette photo-là. Quitte à couper d'autres photos, je te la raconte. Oui. C'est la preuve que la broderie change la vie. OK. Alors, ça se passe au Danemark. J'ai rencontré lors d'une exposition un monsieur, Dan Carl Christensen, qui avait fait une broderie qui était exposée dans un endroit et son nom n'était pas marqué, mais c'était marqué matricule 3747. Il était un ancien prisonnier qui faisait de la broderie. Et nous avons commencé à correspondre par le biais d'une Danoise qui servait d'intermédiaire, qui traduisait ses lettres. Ouais. Pendant 4 ans, on a correspondu. Il m'a envoyé beaucoup de ses broderies. Et lui, son rêve, c'était de rendre heureux les enfants et de rendre heureux les personnes âgées. Par un jeu de circonstances, on a donné de ces broderies à des garderies et donc ça rendait les enfants heureux. Et on a fait des expositions dans des centres pour personnes âgées et ça rendait les personnes âgées heureuses. Je comprends. Ensuite, on a fait une magnifique exposition de ses œuvres à la Malbaie. Il n'a pas pu venir parce qu'il était trop malade, mais il y a eu un article de journal au Danemark sur lui. Et là, il n'était plus présenté comme étant un prisonnier, mais il était présenté comme étant un artiste qui exposait à l'étranger. Alors, vraiment, il a pu finir sa vie en étant réconcilié avec sa vie. Il avait passé 25 ans en prison. Il m'avait dit rapidement qu'il avait tué personne, mais c'était un mauvais garçon. Il faisait un mauvais coup, il rentrait en prison, il sortait, il rentrait.
tout le temps passé, c'était 25 ans. Et à un moment donné, au Danemark, dans la ville où il vivait, l'ancienne prison est devenue un musée. Et C'est fou. interactif, et il racontait des histoires. Et dans le musée, il racontait son histoire. Wow. Tu vois les photos de lui, les photos où on se rencontre au Danemark, les photos de notre correspondance. Toute cette histoire-là est racontée au musée. Mais ce qui est extraordinaire, c'est à quel point ça a changé la vie de cet homme-là. Tellement. Parce qu'il a appris à faire de la broderie en prison et c'était son espace de liberté, Oui, c'était son moment de bonheur. son moment de bonheur. C'est extraordinaire. Ouais, Ah, merci vraiment. pour la belle histoire. Ah oui. Alors, Ah, quelle t'as autre griffé. histoire je vais te conter avec la prochaine image? Prochaine image. Ça se passe toujours dans mon bel atelier. Oui. Tout à l'heure, je te racontais qu'il y avait des cours, mais aussi, des fois, il y avait des belles rencontres avec mes amis. Oh. Et c'est là que je te disais où chacun apporte un plat Ouais. et on partage. Ouais, ouais. Et c'était vraiment des belles soirées, puis on le faisait régulièrement. Ah, c'est cool. Je reconnais quelques visages. Oui, sûrement. Ah, mon cher monsieur Cécile, Philippe Cécile, un grand brodeur chez qui j'ai suivi beaucoup de formations. Et avec lui, c'est magique parce que ce sont des techniques anciennes. Il fait de la restauration de textiles, autant du rideau de l'Opéra de Buenos Aires que des vêtements sacerdotaux d'Angleterre, toutes sortes de textiles anciens. Donc, ça l'oblige et ça lui permet de connaître et de garder vivantes ces techniques-là. Et à un moment donné, bon, il me parle de Marie-Antoinette, il fouille dans une de ses armoires et là, il sort des tissus de Marie-Antoinette. Écoute, Ah, j'avoue, j'ai full envie de fouiller dans son armoire. n'est-ce pas? Hey, que ça... Mais ça donne des frissons et c'est des passerelles directes avec des temps anciens. J'aimerais savoir comment c'est classé, comment il fait pour le retrouver. Comment... Oui, et il est généreux de ses connaissances, alors j'apprends énormément avec lui. Je comprends. Ah, ça, c'était formidable. J'ai passé une semaine au musée des Visitandines à Paris. Et là, j'étais déjà allée, j'avais rencontré le directeur, puis je lui avais dit « Ah, monsieur le directeur, j'aimerais tellement ça revenir fouiller dans vos collections. » De fil en aiguille, ça a pu se faire. L'année d'après, je suis venue. Et là, il m'a dit « Vous avez carte blanche, juste à remettre les affaires dans les tiroirs si vous les sortez. Oui. Mais faites ce que vous voulez. » Alors, ça a été vraiment extraordinaire parce que il y avait une centaine de monastères de Visitandines partout dans le monde, plusieurs fermes, hein, tu peux deviner. Et là, c'est le musée où ils reçoivent les plus beaux textiles, mais les plus beaux objets aussi de ces monastères-là. Alors, il y a des choses exceptionnelles. Ça, c'est avant que tu reçoives les textiles des petites franciscaines. Oui, exactement. On est vraiment dans la même ligne on de le sent, pensée. là, ouais. Oui, tout à fait. Alors, Marie-Renée, on est rendu au moment où tu devrais nous présenter les personnes les plus importantes dans ta vie. Oui. Puis on commence avec un monsieur que je connais pas pantoute. Non, t'as pas connu mon papa, toi? Non? Non, mais il est mort une vingtaine d'années. Là, tu sais. Mon papa, c'était la bonté même, c'était la générosité même. Il était vraiment fin, mon père. Puis très doux, très discret, vraiment... OK. Puis tantôt, on a parlé de la crèmerie, puis tu as dit que ça avait fermé. Il a fait quoi après? Il a complètement changé d'emploi. Dans la beurrerie, là, il était en overall avec les bottes de caoutchouc et il est devenu sacristain. Ah, Complet, ouais. tout chic. Pour vrai? Oui, mais à la fois, ça lui adonnait très bien. Sais-tu pourquoi? Parce que c'est un homme qui avait un sens de l'accueil et c'est un homme qui écoutait très bien. Et ben, il était avec les prêtres, puis eux aussi ont besoin d'être écoutés. Bien Alors, sûr. ça a été un emploi qui lui convenait très bien aussi. Et je me souviens même d'être allée l'aider à laver les vitres de l'église.
Puis Dieu sait s'il y en avait beaucoup. C'est ce que j'allais dire. Dans des échafauds, après, ça devait être assez compliqué. Ah, ben là, j'étais jeune, il ne me mettait pas dans le pire des échafaudages, là. Mes derniers souvenirs avec lui, Oui. à la messe de minuit, il fermait les lumières quand tout le monde était parti, et là, on revenait au milieu de la rue, bras dessus, bras dessous. C'était formidable. C'était un super papa que tu avais? C'était un super papa, oui. Puis qui aimait le fleuve, t'as vu, là? Ouais, un tout gars à de fait. nature. Un gars de nature, ouais, c'est beau. Il vous a... Ben toi, as-tu des frères et sœurs? Est-ce que... Moi, j'ai des sœurs. Je vais te les présenter Ok. dans une minute. Ah, il existe dans tes personnes préférées? Absolument, oui. La deuxième personne la plus importante, c'est mon chum, Ouais, Richard. lui, je le reconnais. Écoute, il a les mêmes qualités que mon père. Excellente écoute, généreux. Au début, moi, j'ai grandement hésité à vouloir tomber en amour avec quelqu'un en art. Je voulais quelqu'un de complètement complémentaire, mais c'est tellement heureux que Richard a la même formation que moi. Il m'a jamais dit « mets du bleu là puis du jaune là ». Oui. Mais au niveau de l'orientation du développement de l'atelier, vraiment très précieux, et de plus en plus, parce que les livres qu'on a faits, bien, c'est lui qui faisait la mise en page, le choix... Plus graphique. Oui, plus, tout à fait. Puis la qualité des photos et tout. Ouais. Alors vraiment... Moi, j'ai travaillé avec lui un petit peu au CLSC. Oui, Puis oui. je sais ce que tu y trouves. C'est vraiment un homme bon, avec une bonne écoute, puis extrêmement humain. Absolument. Ouais. Oui. Donc, il t'a beaucoup encouragé dans ta carrière, si je comprends bien. Indispensable. Ah oui. Indispensable, oui. Donc, c'est une équipe que vous faites depuis quoi, 40 ans? Oui, exact. Ah oui, très, très précieux, mon chum. Je comprends. D'autres personnes aussi, tu vas revoir Richard dans la prochaine photo, mais en compagnie d'un de mes oncles, mon oncle Myron. Tu reconnais Richard. Oui. Et mon oncle Myron, c'est un Américain. Il était marié à la sœur de ma mère. Anglophone, même si ça fait 60 ans qu'il vient à Baie-Saint-Paul, il ne parlait pas français. Il a joué un rôle très important dans notre vie, à mes sœurs et moi, parce que c'est lui qui a payé nos études. Pour vrai? Oui. Mon père n'avait pas un gros salaire, et grâce à lui, chaque mois, il versait de l'argent à mes parents qui ne gardaient cet argent-là que pour les études des filles. Alors, ma sœur Hélène a fait médecine, ma sœur Lise, c'est les langues et la musique, ma sœur Denise, c'est le droit, et moi, c'est en art. Mais on a pu vraiment faire les carrières qu'on voulait. Alors, tu vois, ma mère et mes sœurs chéries. Oui. Alors, de gauche à droite, là, ma sœur Lise, ma sœur Hélène, ma mère, moi et ma sœur Denise. Des femmes intelligentes, brillantes, drôles, unies. Oui, encore? Absolument. Je suis vraiment bénie de faire partie de cette famille-là et qui m'encourage. Je vais chez l'une ou l'autre, puis il y a plein de mes œuvres là, sur les murs. Ça, là, je les comprends. Ça, c'est formidable. Et ma mère, bien sûr, que tu as connue. J'aimerais qu'on en parle un peu. Avec plaisir. Moi, je l'ai connue un peu. J'ai fait un peu de théâtre avec elle. Je me souviens d'elle. Mais, tu sais, il y a une rue à son nom, il y a une salle au centre communautaire à son nom. Ouais. Et, sincèrement, je ne connais pas son œuvre. Qu'est-ce qui a fait que ta mère soit si importante pour Baie-Saint-Paul? Bien, c'est elle qui a fondé le centre communautaire Pro-Santé. Je ne savais pas. OK. Mais absolument. Elle a fondé, je ne me souviens plus combien d'organisations. Ça a commencé par la friperie, ensuite le Centre des femmes, ensuite le groupe des 50 ans et plus de Charlevoix. Tu as mentionné le théâtre, le groupe de théâtre amateur des aînés. Bref, à chaque âge qu'elle avait, elle démarrait des choses pour aider les autres femmes du même âge. Wow. Tu sais, à l'âge où elle a parti la friperie, bien, c'était pour ses filles, puis c'était pour les enfants des autres femmes qui en avaient besoin. Alors, ça a toujours été une implication à temps plein pour le service quand même pas quand de vous la étiez société. jeune, là, quand elle avait les 4 enfants à la maison, elle ne devait pas être
être en train de construire le centre communautaire, là. Non. Mais à 8 heures le soir, elle disait, moi, ma job de mère est finie à 8 heures le soir. C'était le temps qu'on allait se coucher. Et là, le temps qu'elle gardait pour elle, c'était pour lire, pour se documenter, pour se cultiver, pour... je ne sais pas quelle lecture elle faisait, mais c'était du temps de recherche et de ressourcement pour elle. Et tout ce qu'elle a accumulé comme bagage lui a servi par la suite. Parce qu'elle n'avait pas d'études, là. Ah oui, elle avait des oui. études, absolument. Remarque, elle aurait aimé poursuivre et devenir celle qui s'occupe de l'alimentation, comment est-ce qu'on appelle ça, cette formation-là? Diététiste. Ah oui. OK, puis faire des conférences. Il y a eu un détour dans sa vie et il fallu qu'elle abandonne ses études, mais quand même, et elle a continué à se cultiver par elle-même par la suite. Donc, ce n'est que quand on était à l'école que là, elle a commencé à travailler à l'extérieur, travailler à temps plein, toujours bénévolement. Oh, wow! Incroyable. Une vie à se donner à sa communauté. Absolument, puis à encourager les femmes à travailler, à être de l'avant. Puis à partir du moment où un organisme fonctionnait bien, allez, marchez. Puis là, elle allait ailleurs pour démarrer autre chose. Vraiment un grand exemple pour moi. Oui, certainement une grande inspiration. Une grande inspiration, oui. Oui, une femme d'esprit, d'idées. Oui. Pas peur des défis. Non. Puis elle encourageait les autres à relever des défis. En plus, oui, vraiment. Tu viens d'une excellente famille, si Absolument. Je comprends bien. Ah oui, plein de beaux exemples alentour. Ben oui, t'es chanceuse. On regarde ça, ta vie. Je suis pas chanceuse, Pascal, je suis bénie des dieux. C'est vrai. Ben, c'est certainement ça. Tous les matins, je vis dans un pays en paix, je suis en santé, je vis avec l'homme que j'aime, j'ai des bons enfants, un bon milieu de travail. Écoute, juste ça, là. T'es une privilégiée, vraiment. Tout à fait. Vraiment. Ouais. C'est qui les autres personnes que t'aimes? Je finissais avec ça. Écoute, j'aurais 1000 photos parce qu'il y a plein de gens que j'aime. Oui. Mais les plus importants, les plus centrales, alors mon père, Richard, mon oncle et mes sœurs. Oui. Je pensais que tu allais finir avec tes gars. Tu vois, tu viens de dire... Donc, je m'excuse. Non, mais j'aurais eu on les avait vus plus tôt, t'as raison. On avait déjà parlé d'eux autres. Là, je sais que tu as amené un objet préféré, un objet vraiment important pour toi qui est unique. C'est une boîte de fils, Marie. Mais oui. Veux-tu que je te dise pourquoi c'est important? Oui, dis-moi. En fait, j'ai réalisé ça récemment. Écoute, au début de l'été, tu sais qu'il y avait des risques de feux de forêt partout. Alors, je me suis dit, s'il y a un feu de forêt chez nous, qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce qui est important? Fait que là, je commence à faire la liste des choses importantes, passeport, des choses comme ça, là, tu sais. Et cette boîte-là? Et quelques jours après, je reprends ma liste et là, je me dis, ce ne sont que des choses qui ont rapport avec la broderie. OK? Même pas un T-shirt, même pas un sous-vêtement, rien. C'était 3 boîtes avec des fils précieux et mon carnet d'adresses de mes amis. C'est ça que j'avais de plus précieux à sauver. Alors là, je t'en ai apporté une. Et pour moi, c'est comme une boîte de bonbons. Donc, avec les inondations du mois de mai, tu sais qu'on ne met pas ça dans un sous-sol. Oui, il y a eu des leçons qui ont été apprises. Puis, est-ce que tu veux m'en parler un peu? J'aimerais ça savoir c'est quoi ces fils-là. Je vois qu'ils sont tous dorés. Est-ce que c'est des fils très, très rares? Parce que je suis allée dans ton atelier il y a quelques années. Oui. Je sais que tu sais exactement d'où vient chaque fil, qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est qui te l'a donné, tu l'as pris dans quel pays. Ils ont toute une histoire. C'est vrai. Et tu vois, ça me permet de dire à quel point les gens sont généreux aussi, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai reçus en cadeau. Il y en a que j'ai reçus en héritage. Ah ouais! Il y a une brodeuse qui m'a fait venir à Michel Sarrazin et dit, écoute, je meurs et maintenant, je voudrais que ce soit toi qui aies mon matériel de broderie.
Et il y avait des choses comme ça dedans. Alors, vraiment, je reçois toutes sortes de cadeaux. Et quand je vais dans d'autres pays, c'est le genre de souvenirs que j'essaie de rapporter, des choses qui ont rapport avec le pays. Mais des fils métalliques, c'est plus rare et c'est plus précieux encore. Alors, ça a plus un lien avec des écoles où je vais suivre des cours de broderie. Habituellement, ils ont du matériel à vendre sur place. Et je reviens des valises remplies de matériaux. Souvent, les broderies plus asiatiques, on en voit beaucoup. Oui, tout à fait. Oui. Alors, c'est ça. Ah! Donc, ceux-là viennent de l'autre bout du monde, si je comprends bien. Ceux-là viennent beaucoup d'Angleterre. Ah oui? Oui. Et celle-là, il y en a une, là, c'est M. Cécile qui... le brodeur. Oui. Alors, c'est des fibres anciennes Quand aussi. tu fais une broderie, est-ce que tu te dis, lui, j'en ai pas beaucoup, je vais le ménager pour une autre? Ou est-ce que tu es très généreuse de tes bijoux précieux ou tu y vas avec parcimonie? Au début, c'était ça, Pascal. J'avais des choses précieuses, de la laine que Alexandre m'avait rapportée, que mon fils m'avait rapportée dans son sac à dos, de la soie que ma tante Monique avait rapportée, puis des choses... Ah non, si je l'utilise, j'en aurais pu. Voilà, c'est ça. Oui, mais un jour, en cherchant une couleur, j'ai mélangé ces fibres super précieuses-là et j'ai eu comme un moment d'illumination en disant, c'est fini la peur d'en manquer. Je l'utilise, quand il y en aura plus, il y en aura d'autres et ça a ouvert la porte à l'abondance avec un grand A. Oui. Et j'en ai encore de la laine du Guatemala. J'en ai encore de la soie de ma tante Monique. Oui, c'est plus celle d'Alexandre, mais c'en est de d'autres personnes qui t'en ont amené. Et il en reste d'Alexandre. Ah oui? Oui. Écoute, on fait un grand chemin avec une bobine de fil. C'est sûr. Et mélangé à d'autres, ça étire, ça prolonge. Alors non, là, j'ai vraiment plus peur d'en manquer. et aussi... je le partage quand je peux le faire avec des gens qui l'apprécient et qui peuvent l'utiliser. Avec tes élèves, probablement, avec les élèves, avec les brodeuses qui sont venues cet été. Tes brodeuses, c'est complètement fou. Oui. Puis, c'est ça, je sais que pour toi, les fils, c'est sacré, mais aussi les pierres, les perles, les tissus, les bijoux. Les bijoux. Plein de matériaux. Oui. Donc, c'est ce que je disais, tu sais, chacune de tes œuvres, ça devient un bijou en lui-même. Puis je vois d'ailleurs que tu portes en bijou une de tes créations. Oui. C'est exactement ça, ton travail. C'est beau. C'est tellement beau. On est rendu, dans le fond, à la section où je te pose des questions un peu plus personnelles, un peu plus profondes. OK. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un moment dans ta vie vraiment marquant là, qui a changé le cours? Plusieurs. OK. OK. À commencer par aller à l'Université du Québec à Trois-Rivières. J'étais inscrite à Laval. Je ne devais pas aller à Trois-Rivières. Ouais. Et par un jeu de circonstances, je suis allée là. Alors, je me suis dit, je vais rencontrer l'homme de ma vie. Puis c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai rencontré Richard. Deuxième grand détour, on devait aller étudier en Europe. Et là, je suis devenue enceinte. OK, on change de plan. Alors... Et c'était parfait parce que ça répondait à une question. Quand faire la famille, quand faire la carrière? On fait la famille d'abord. Alors ça, c'était parfait, mais ça a été un grand détour. Je comprends. Ensuite, le retour à Baie-Saint-Paul, parce que j'aurais pu passer ma vie à Trois-Rivières aussi. Vrai. Ça a été un heureux changement de revenir ici. Le fait d'ouvrir l'atelier. Tu sais, de quitter l'emploi au cégep pour ouvrir mon atelier, ça a été important. Je comprends. Et le fait de vendre la maison où je suis née aussi. Alors, c'est plein de grands changements. Vous n'avez pas de regret de ne plus être dans le centre urbain? Non. Est-ce que ça aide à la création, d'avoir de l'espace, d'avoir la nature? Oui. Mais mon atelier que tu as vu aidait à la création aussi. Là, oui, certainement. Oui, exact. C'était très inspirant, je suis d'accord. Est-ce que tu as un défaut ou une qualité là, qui fait en sorte que, tu sais,
que ça t'a terriblement nui, que tu aurais pu faire vraiment plus, ou le contraire, là, que cette qualité-là t'a été tellement utile, tu sais, qui est vraiment marquée. Puis souvent, notre plus grosse qualité fit avec notre plus gros défaut. Là, Bien, donc, c'est exactement ça. Oui, puis là, je vais contredire ton Oui. introduction parce que c'est mon impatience Toi. et la patience. Alors, la patience oui. m'a aidée pour faire ma carrière, Oui. mais mon impatience, écoute, on ne peut pas être patient dans tout, là. Alors, mon impatience m'a fait dire des choses que j'aurais pas dû ou m'a fait prendre des décisions que j'aurais pas dû. Ah, pour vrai, tu as une patience d'ange devant un tissu que tu vas passer 1000 heures dessus. Mais pas le reste. Il faut que le reste bouge. Ah oui! C'est bon! Il faut que ça aille plus vite ailleurs. Ah, j'aurais jamais cru. Moi, je me suis dit, elle est faite pour être un moine, faire des travaux de cette Ouais, envergure. ben, remarque, la patience que je développe dans mon travail a des répercussions dans ma vie personnelle et c'est tant mieux, OK? Mais de nature, je suis impatiente. OK. Donc, faire une sauce à spag, faut pas que ça prenne la journée. En plein ça. Qu'est-ce qu'on serait vraiment surpris d'apprendre sur toi? Qu'est-ce qu'on se doute absolument pas? Ben, j'ai peut-être pensé à une chose, que ma décision d'ouvrir un atelier de broderie à temps plein, de quitter le cégep, c'est basé sur un rêve. Ah. Un rêve de la nuit. Pas Ben un oui. rêve éveillé, là. Un vrai rêve que rêve, j'ai fait en ouais. pleine nuit. Ah! OK? Alors, c'était lors des études en art-thérapie et on nous invitait justement à être beaucoup plus conscients et attentifs à nos rêves. Et à un moment donné, j'ai rêvé que j'étais sur un boulevard à Séoul, donc c'était très moderne à Séoul. Ouais. 8 à 10 voies de large. Puis ça roule très rapidement, les voitures de part et d'autre. Et dans mon rêve, moi, je suis sur une grosse charrette à bœufs, tirée par 2 gros bœufs, une grosse charrette de bois. Ça avance pas vite, mais ça avance régulièrement, sûrement, à contre-courant, et ça avance. En me réveillant, je me suis dit, dans le monde dans lequel on vit, ça va vite, c'est exigeant, tout coûte cher, mais ma carrière à broder un point à la fois, ça va finir par avancer. Ça va être sûr, ça va être lent, mais ça va faire son chemin. Ah! Donc, Et le c'est rêve ça qui n'était est pas si arrivé. clair. C'était pas ouvre-toi un atelier, mais Non, oui, non. je comprends tellement. Ben oui, l'image était parlante. Je l'ai interprété comme ça. Ben oui. Mais donc, si tu avais gardé ton travail là, au CECC ou à la télé, tu n'aurais pas pu avoir la carrière que tu as maintenant. C'était très difficile. C'était très difficile de trouver l'équilibre entre le travail extérieur et le travail de création. Je comprends. C'est quoi le plus grand défi que tu as relevé? Alors, qu'est-ce que j'ai marqué? Parce que je trouvais ça difficile à la fois. Tu sais, c'est rien d'extraordinaire, là. Ouais. C'est rien d'extraordinaire, mais tous les nouveaux cours que j'ai donnés au cégep, ça m'a demandé beaucoup parce que surtout en arts et lettres, il y en avait plusieurs à faire la même année. Oui. Si j'avais pu en faire un à la fois, ça aurait été beaucoup plus facile. Mais faire 6 nouveaux cours dans une année, là, ça... C'est des adultes, il faut faire des recherches, puis il faut... Absolument, il faut que ce soit solide. Alors ça, j'ai trouvé que c'était un gros défi. Je suis très d'accord. Oui, ensuite... cet été, quand même, j'étais responsable, c'est moi qui avais fait l'invitation d'une exposition internationale. Alors ça a été un bon défi aussi, mais comme chaque exposition solo, quand je suis allée faire 2 solos au Danemark, toute seule, c'était aussi un bon défi. Ben oui, c'en est des gros défis. Oui. Alors, puis... T'es pas là-bas pour préparer les choses, là, c'est complexe. Exactement, puis ça prend des entreprises de transport d'œuvres d'art spécialisées. Alors, il y a plein de... Oui, d'étapes, hein? Il y a plein d'étapes, donc c'était des beaux défis. Puis ta plus grande fierté, ça serait quoi? Professionnelle ou personnelle? Tu y vas comme tu veux.
Ben, c'est surtout professionnel. Alors, tu l'as mentionné tout à l'heure, là, de recevoir l'Ordre du mérite de la ville de Baie-Saint-Paul, c'est vraiment marquant pour moi. Et 2 autres aussi, en 2008, le prix France-Québec par la SODEC, professionnel des métiers d'art. Ça avait été formidable aussi. C'est gros, ça aussi. Oui. Et il y avait la photo quand j'étais dans les bouquineries à Paris, 6 mois toute seule. Ouais. La bourse de ressourcement du calque. Ça, c'était une belle fierté parce que cette bourse-là, elle était offerte à toutes les formes artistiques, autant aux architectes, autant aux danseurs, autant aux sculpteurs, aux peintres, à toutes les formes artistiques. Mais là, qu'ils aient choisi de la décerner à quelqu'un en broderie d'art, c'est capoté. À la fois, j'étais très heureuse personnellement, tu peux t'imaginer, mais j'étais heureuse collectivement pour toutes les brodeuses, parce que là, c'était comme une reconnaissance encore plus officielle que c'est un médium d'expression artistique. Ah, mais tellement. Ouais. J'avoue qu'avant de voir ton travail, je le voyais plus comme de l'artisanat. Mm-hmm. Mais une fois qu'on voit ton travail, on comprend bien qu'on est à des années-lumière. Mm-hmm. On a presque terminé. Il me reste une dernière question. Avec le bagage de vie que tu as, est-ce que tu as une leçon de vie ou un message que tu aimerais léguer là, à des plus jeunes, tu sais, qui nous servirait? Oui. Moi, ce que je leur souhaite, là, c'est de trouver vraiment ce qui leur plaît, ce qu'ils aiment. Et pour savoir qu'est-ce qu'on aime, il faut essayer plein d'affaires. Alors, c'est ça que je leur souhaite, d'essayer plein d'affaires jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose qui nous allume. Moi, la broderie, ça m'allume. Ouais. Tous les jours, je veux en faire. Il faut que chacun trouve qu'est-ce que je veux faire tous les jours. Ouais. C'est ça que je leur souhaite. Avant qu'on commence l'émission, tu m'as parlé d'un livre. Oui. Qui était poème à un poète... Lettre à un jeune Lettre à poète. Un jeune poète. Oui. Et tu m'as lu un petit extrait pour le plaisir qui disait « Est-ce que tu mourrais si tu n'écrivais pas? » Oui. Toi, est-ce que tu mourrais si tu ne brodais pas? Et que je serais malheureuse. Je deviendrais un lion en cage. Tu sais, vraiment. Oui. Et ce livre-là, tu m'as demandé s'il y avait un livre important. Il y en a plusieurs, là. J'aime lire. Mais j'ai choisi celui-là qui m'a beaucoup servi au cégep avec mes étudiants. OK? Parce que je voulais les allumer aussi sur quelque chose. Et ce livre-là s'adresse à un poète, mais s'adresse à des musiciens, s'adresse à ceux qui écrivent autre chose. À quelqu'un de créatif. À quelqu'un de créatif, oui. Parce qu'il disait, c'est 10 lettres. Oui. OK? Alors, Rainer Maria Rilke, qui est un poète bien connu, répond à ce jeune poète-là qui lui demande conseil. Et c'est des conseils tellement sages et profonds que moi, je pensais que Rilke avait 80 ans. Mais il avait 25 ans. Mais quand même, il disait, une grande sagesse. Personne ne peut vous apporter conseil ou aide. Personne. Entrez en vous-même. Cherchez le besoin qui vous fait écrire, faire de la musique, broder, danser. Et là, est-ce que vous mourriez si vous ne pouviez pas écrire? Et êtes-vous vraiment obligé d'écrire? Et si la réponse est oui, alors construisez votre vie sur cette nécessité. Alors, j'écrivais des extraits de ce livre-là dans certains travaux d'étudiants pour les inciter à réfléchir sur leur pratique artistique et sur le sens à leur vie. Oh, merci! Ça donne envie de continuer à y réfléchir. Merci à toi, Pascal. Tes questions m'ont aidé à approfondir mon travail puis à faire un beau retour sur à la fois les personnes importantes et puis quelques grandes étapes importantes dans ma vie. Merci. Merci beaucoup, Marie.